Rebonjour Kylian, bonjour à tous. Le verdict est donc tombé hier dans le procès en appel de l'affaire Le Boulanger. L'unique accusé, Darwin Asprilla, est condamné à la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans, la même peine qu'en première instance. Nous reviendrons aussi sur une autre affaire judiciaire, celle du meurtre de Karina, dont le corps a été retrouvé en mai dernier près de la Comté. Aujourd'hui, la famille s'impatiente car selon elle, rien n'avance. Au lycée Javoué, élèves et enseignants en ont marre d'avoir peur. Ils dénoncent les violences quotidiennes qui ont lieu aux abords de cet établissement. Et puis enfin le Duo-Day, un dispositif qui permet de favoriser l'embauche des personnes handicapées, un système promu par la préfecture ici et qui peut encore être amélioré car les objectifs ne sont pas tout à fait atteints. C'est h 05, merci de nous accueillir chez vous depuis 5h ce matin. Dès 8h20, dans une heure, nous accueillerons Jean-Yves Tarcy qui sera notre invité dans le supplément pays. Nous parlerons de l'agriculture de demain pour la Guyane. De quelle manière les agriculteurs se projettent dans ce qui est en train de changer énormément, notamment à cause des lois européennes. Vous serez les bienvenus pour en parler avec nous au 05 94 25 76 25, mais également sur le Facebook Live de Radio Pays. Mais pour l'instant, à 7h05, nous nous intéressons à Darwin Asprilla qui a été condamné à la même peine qu'en première instance. Le jeune homme de 23 ans a été jugé dans le cadre de l'affaire Le Boulanger depuis le début de la semaine par la cour d'assises d'appel. Il a été condamné hier à la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour ce meurtre qui remonte à mars 2015. Un verdict vécu comme un soulagement pour la famille d'Anne-Marie Le Boulanger. Une famille qui néanmoins aurait apprécié que Darwin Asprilla reconnaisse sa culpabilité, c'est ce que précise l'avocat de la partie civile, Boris Tchongsit, quelques minutes après l'énoncé du verdict. C'était un verdict qui était attendu par la famille. Ses sœurs, ses enfants et son mari avaient espéré que la cour d'assises d'appel confirme la première condamnation. La famille aurait aimé qu'ils puissent avoir le courage de dire la vérité, puisque eux sont, comme la cour, intimement convaincus qu'il est l'auteur de l'homicide au titre duquel il vient d'être si lourdement et donc justement condamné. Le travail de deuil va enfin pouvoir se poursuivre et je l'espère de manière définitive, sachant que évidemment il est très difficile de faire le deuil dans ce type d'horreur. Ce qui était important, c'est que cet homme soit reconnu comme suffisamment dangereux pour qu'il soit mis à l'écart de la société pendant un nombre d'années significatif, et c'est le cas aujourd'hui. Je pense qu'il doit maintenant assumer la posture qui est la sienne et comprendre que la société a voulu réagir à la façon avec laquelle lui-même s'inscrivait dans la société, à savoir comme étant quelqu'un qui n'a ni Dieu, ni maître, ni loi. On lui rappelle qu'en France, nous sommes dans un état de droit et quand on fait des transgressions comme les siennes avec autant de cynisme, autant de froideur, on mérite la sanction qui est prononcée, qui est la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Boris Tchongsit et Darwin Asprilla disposent de 4 jours pour se pourvoir en cassation. Nous revenons également ce matin sur une autre affaire d'homicide, Florian, celle de Karina, qui s'est déroulée en mai dernier. Et le 15 mai dernier, le corps de Karina Antunes Gama de Souza, une jeune femme de 24 ans enceinte de 3 mois, était retrouvé près de la Comté. 6 mois après son décès, la famille et les proches de Karina n'ont pas d'informations de la part des enquêteurs. Ils n'ont même pas accès au dossier. Maître Moustapha Kiter, l'avocat de la famille de la victime, regrette que le dossier leur soit fermé et que les conditions du drame soient même dissimulées, dit-il. Je pense que les juges d'instruction souhaitent préserver l'enquête. Et c'est une bonne chose, je le souhaite aussi, que cette enquête ne soit pas en tout cas gangrénée par des éléments extérieurs qui seraient de nature à orienter en tout cas la procédure dans une mauvaise direction. Je pense que c'est pour cela, mais moi je tiens à préciser que notre rôle, cela n'est absolument pas celui-là. Notre rôle, c'est simplement, comme cela est prévu par les textes, de participer à l'enquête et de permettre en tout cas au service d'instruction d'avoir accès à des éléments que seule la famille peut avoir. Il n'y a que la famille qui vivait quotidiennement avec Karina, il n'y a que la mère qui la connaît en tout cas intimement, il n'y a que sa cousine qui a pu la fréquenter régulièrement depuis l'enfance, elle vous le disait, sa tante également et les autres membres de la famille. Donc je pense que les services d'instruction ont intérêt à faire participer la famille pour permettre de récolter le maximum d'informations. Moustapha Kiter, l'avocat de la famille de Karina, au micro de Clément Buzalka. À Remire-Montjoly, le centre communal d'action sociale va reprendre les distributions de masques et la prévention aussi, car la commune est la plus
touchés du département. Rapporté à sa population, l'incidence du virus atteint 125 cas pour 100 000 habitants. C'est ce que calcule l'ARS, qui souligne aussi l'existence d'un cluster au lycée Melchior Garret, dont beaucoup d'élèves vivent à Rémire. L'ARS met d'ailleurs en exergue une hausse générale de l'épidémie de plus en plus tangible en Guyane, et notamment sur l'île de Cayenne et dans les savanes. C'était en il y avait un débrayage hier au lycée Anne-Marie Javoué. Oui, ils refusent d'avoir peur en allant en cours et ils l'ont fait savoir. Hier, les élèves et le corps enseignant étaient tous rassemblés au lycée Javoué à Cayenne. Ils dénoncent les agressions à répétition aux abords de l'établissement, des agressions presque quotidiennes qui créent un fort climat d'insécurité insoutenable pour tous, précise Nadia Détol. Elle est professeure au lycée Anne-Marie Javoué. Mais je crois que c'est le climat national, j'ai pas envie de dire local parce que j'en ai marre qu'on stigmatise la Guyane, c'est le climat général qui fait que les agressions sont de plus en plus fréquentes et nos jeunes agissent en toute impunité. Je suis mineur donc je peux, et c'est vrai, mon fils a été agressé, c'était un mineur donc il a rien, un rappel à l'ordre, mais on va lui en donner combien de rappels à l'ordre? Jusqu'à quand? Maintenant, ils sont avec des machettes. On a un jeune qui est venu avec une machette pour se défendre. On a une jeune qui était venue avec une bombe lacrymogène pour se défendre. Les armes peuvent se retourner contre nos jeunes. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé avec la bombe lacrymogène. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir de chercher à se défendre quand nos forces de l'ordre ne répondent pas ? Et les élèves et les enseignants souhaitent d'ailleurs un renforcement de la présence policière près du lycée Javoué pour ce problème qui n'est malheureusement pas nouveau. Oui, ça fait trop longtemps qu'on en parle et malheureusement, il serait inutile d'attendre un drame beaucoup plus violent pour que les décisions puissent être vraiment prises afin de protéger ces lycéens. Nous vous parlons ce matin du Duodei qui vise à favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap. Un dispositif mis en valeur à la préfecture de Guyane. Le but, permettre à une personne handicapée de suivre, de partager une journée de travail avec une personne valide dont le nom Duodei, et c'était le cas dans les murs de la préfecture. Mais pour autant, les objectifs ne sont pas atteints. D'après Martine Ledieu, la coordinatrice du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, à la préfecture par exemple, il y a 18 agents en situation de handicap sur 1000 employés. On n'embauche pas des personnes en situation de handicap pour embaucher des personnes en situation de handicap. On embauche des compétences, du potentiel comme je vous ai dit, donc il faut que les postes conviennent. Ici, parfois, on ne trouve pas forcément les profils qui conviennent aux postes qui sont ouverts. Les gens aussi viennent d'ailleurs, de métropole, etc. Donc, il y a peut-être aussi des agents au sein de ces 1000 personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, mais qui ne l'ont pas dit. Donc, il y a un gros travail, justement, comme l'a dit M. Bouteille, de recensement d'abord. Et puis après, effectivement, peut-être au moment du recrutement, avoir une procédure particulière pour la mise en relation avec les personnes en situation de handicap. C'est améliorable, mais je pense qu'en tout cas, l'intention y est. Et le fait de faire ces binômes, c'est aussi, la préfecture a un rôle moteur. Enfin, c'est aussi pour dire, nous, on le fait et tout le monde peut le faire. Qu'on soit une petite entreprise, une institution, une collectivité, etc. On peut jouer le jeu de l'intégration. Christiane Taubira, candidate à l'Élysée en 2022, point d'interrogation, mais pourquoi pas? En tout cas, l'ex-garde des Sceaux n'a pas dit un mot à ce sujet, mais il y a une pétition qui circule sur Internet, notamment sur change.org, pétition relayée par un blog de Mediapart, qui demande à Christiane Taubira de se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Elle l'incite à sauter le pas, une pétition qui a recueilli à l'heure actuelle plus de 3000 signatures. Une idée qui, en tout cas, sur les réseaux sociaux, semble faire son petit bonhomme de chemin. Nous verrons dans les mois à venir la décision que prendra Christiane Taubira. Il est 7h12, nous nous intéressons également aux France Guyane qui passe en mode hebdo. L'ancien titre de presse quotidienne propose à partir d'aujourd'hui, donc dès ce vendredi, une nouvelle formule, un rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis en version numérique. C'est une toute nouvelle organisation pour l'équipe de France Guyane, a expliqué Pierre Rossovich, le rédacteur en chef de France Guyane, à Ed Medoudi. L'intérêt de cet hebdomadaire, c'est un peu de sortir de l'actualité chaude, actualité qu'on va continuer à traiter sur notre site internet, 7 jours sur 7, mais cet hebdo va servir un peu à prendre un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à l'actualité de la semaine. L'activité sur le site internet ne va pas baisser, franceguyane.fr est le site internet d'actualité le plus consulté de Guyane depuis son retour en avril dernier. On a plus d'1 million de pages vues par mois. On va pas baisser en activité sur le web, mais on voulait offrir cette nouvelle formule, ce nouveau concept d'hebdo en Guyane, en tout cas hebdo numérique en Guyane, et c'était aussi une manière de revenir vers nos annonceurs, parce que le web, c'est forcément le monde de la gratuité. Un hebdo, ce sera payant, c'est aussi un retour pour nos annonceurs, les annonces légales, et aussi pour d'autres sujets de fond,
que les Guyanais vont pouvoir lire dans le France Guyane Hebdo. Pierre Rossovich, le rédacteur en chef de France Guyane, sur cette nouvelle formule qui démarre donc aujourd'hui. On termine avec les Antilles, comme d'habitude, et la Martinique, avec environ 19 000 abonnés de la Société martiniquaise des eaux, la SME, qui reste privée d'eau courante, justement à cause des canalisations cassées par les intempéries des derniers jours. Eh bien, la SME met à disposition des cuves dans 7 des communes les plus touchées justement par ce manque d'eau courante.